la Ligue des Champions. Cette compétition si spéciale. Celle qui anime nos mardis et mercredis soirs. Cette Coupe d'Europe est surtout blindée d'anecdotes et d'histoires méconnues, aussi bien tristes qu'heureuses. Afin de devenir incollable sur le sujet, je vous propose dans ce documentaire de revenir chronologiquement sur l'évolution de cette compétition qu'on appelle la Coupe aux grandes oreilles, ou devrais-je dire la Coupe aux grandes histoires. C'est le premier week-end d'avril 1955 que tout commence pour la plus prestigieuse des compétitions de football de club. Le 2 avril, 28 personnes comprenant des dirigeants, journalistes et membres des hautes instances françaises de football se réunissent à Paris pour valider la création de la Coupe des clubs champions. Quelques mois plus tôt, Wolverhampton vient de battre Budapest et le Spartak Moscou. Bon ok, c'est pas des foudres de guerre aujourd'hui, mais c'était des clubs très sérieux à l'époque. Et ces victoires conduisent le Daily Mail à proclamer le club anglais meilleur club du monde. Si, je vous jure, Wolverhampton. Agacé par l'arrogance des Anglais, Gabriel Hano, journaliste de l'équipe, lance un appel pour la création de cette Coupe d'Europe, en disant grosso modo, bon, c'est bien beau, mais ils n'ont battu ni le Real Madrid, ni le Milan AC, donc faut se calmer avec ce titre de meilleur club du monde. Une petite guéguerre s'installe, et quelques mois plus tard, en septembre 55, la première édition pouvait débuter. Comme ça va être le cas durant les premières années, c'est sur invitation que peuvent participer les clubs. Ainsi, ce ne sont pas forcément les vainqueurs des championnats nationaux qui jouent les premières années, mais bien les équipes que les différentes fédérations considèrent capables de susciter l'intérêt des spectateurs et du grand public. Par exemple, Hibernian, pourtant 5e du championnat d'Écosse, fut invité car il produisait du beau jeu, basé principalement sur l'attaque. Il y a aussi un autre critère important et étonnant. À cette époque, plusieurs équipes ne possèdent pas de projecteurs dans leur stade, et comme les matchs de la compétition se déroulent principalement le soir, ils ne peuvent pas participer à la compétition. Et oui, en 1955, on pouvait passer à côté d'un titre de champion d'Europe juste par absence d'éclairage dans son stade. Et les Anglais dans tout ça, qui proclamaient les Wolves champions du monde? Eh bien, ayant peur que cette compétition concurrence le championnat anglais et surcharge leur calendrier, bon, cette deuxième option servait plus de prétexte qu'autre chose, ils font pression sur Chelsea, tout juste champion d'Angleterre, afin qu'il refuse l'invitation, ce que les Blues feront. Tous les tours de la compétition, hormis la finale, se jouent en match aller-retour, et ce jusqu'en 1992 qui verra l'intégration à la compétition des phases de groupe. Le but à l'extérieur ne compte pas double dans les premières années, et en cas d'égalité lors des deux confrontations, une prolongation se joue. Mais vous allez me demander, mais comment on fait s'il y a match nul après la prolongation, vu qu'il n'y a pas de tir au but à l'époque? Bien vu mon ami, c'est une très bonne question. Dans ce cas, on joue un troisième match sur terrain neutre. Imaginez le bordel pour les calendriers. Le tirage au sort est totalement arrangé pour les premières éditions, afin que les meilleures équipes ne se retrouvent pas avant les demi-finales. Aujourd'hui, beaucoup se posent des questions lors de chaque tirage, et bien à l'époque, les mecs ne se cachent pas du tout et assument qu'ils veulent tout faire pour promouvoir le spectacle. Cette première Coupe des clubs champions est remportée par le Real Madrid contre le Stade de Reims, d'un certain Raymond Kopa, qui rejoindra d'ailleurs le Real quelques semaines après ce match pour 3 saisons. L'année suivante, ce même Real gagne encore, cette fois-ci contre les Italiens de la Fiorentina. Un homme symbolise cette domination madrilène, il s'agit de Alfredo Di Stefano. L'attaquant argentin, naturalisé espagnol, sera même rejoint en 1958 par Puskás, le Hongrois considéré également comme l'un des plus grands joueurs de cette décennie. Les Galactiques avant l'heure. Rappelons que jusqu'en 1995 et l'arrêt Bosman, les clubs ne pouvaient pas posséder plus de 3 joueurs étrangers, ce qui renda compliqué l'association de superstars. Compliqué d'avoir des MSN ou des BBC en attaque à l'époque. Eh bien le Real l'a pourtant fait. Évoluant dans une formation en 3-2-5, Kopa, Ballon d'Or en 1958 et Paco Rento, l'ailier gauche espagnol recordman de victoire en C1 avec 6 trophées, viennent compléter ce quatuor monstrueux. Il remporte également les compétitions de 1958, 1959 et 1960, grâce à des victoires en finale face au Milan AC, le Stade de Reims pour la seconde fois, puis contre Francfort. Lors de cette finale contre les Allemands, conclue sur le score de 7-3 devant plus de 127 000 spectateurs,
ce qui reste un record pour une finale de Coupe d'Europe, Puskás et Di Stéfano se partagent les buts madrilènes. 4 buts pour le Hongrois, 3 pour l'Espagnol double ballon d'or, et hop, l'affaire est pliée. Ce match, considéré encore aujourd'hui comme l'un des plus beaux matchs de l'histoire en club, fut même le premier match européen diffusé en direct à la télévision, sur tout le continent. Pendant que vous pouvez apprécier les jolis buts inscrits par le Real lors de cette rencontre, je vais vous raconter 2 anecdotes amusantes et inimaginables aujourd'hui. Lors de l'édition 1957-1958, un match d'appui a lieu lors du tour préliminaire entre un club allemand au nom imprononçable et le Guardia Varsovie. On est en prolongation et une panne électrique coupe les projecteurs du stade. Comment faire? On reporte le match? Non, à l'époque on se prend pas la tête. L'arbitre sort une pièce, pile ou face, hop, victoire des Allemands, et on n'en parle plus. La même année, toujours en tour préliminaire, Manchester United affronte Shamrock Rovers en Irlande. Le stade ne possède pas de projecteur et les joueurs veulent finir avant que la nuit tombe. Comment accélérer les choses? Je vous ai dit, dans les années 50, on cherche pas midi à 14h. Les joueurs décident de ne pas se reposer à la mi-temps et vont juste changer de côté. Les joueurs de Shamrock avaient vraisemblablement besoin de ces 15 minutes de repos, puisqu'ils se sont inclinés 5-0 lors de cette deuxième mi-temps, alors qu'ils étaient menés seulement 1-0 à la pause. Mais l'année 1958 reste marquée par une tragédie. Après une qualification obtenue à Belgrade pour les demi-finales, le club de Manchester United, qui a réussi l'année précédente à convaincre la fédération anglaise que participer à la Coupe d'Europe pouvait être bénéfique pour les clubs anglais, rentre en Angleterre en avion en faisant une escale par Munich. Sur la piste de décollage de Munich, le pilote et copilote tentent de décoller pour la 3e fois, après 2 premières tentatives qui se sont soldées par des échecs. Ce 3e essai va provoquer une catastrophe. Ne parvenant pas à décoller, l'avion percute une maison et un entrepôt de carburant. 11 joueurs trouvent la mort à la suite de cet accident, et notamment Duncan Edwards, 21 ans seulement, qui venait de finir 3e au classement du Ballon d'Or 1957. Il était considéré par son entraîneur comme le futur meilleur joueur du monde. Après ce drame du mois de février, Manchester termine malgré tout sa saison. Ils vont même parvenir à passer 3 tours de FA Cup supplémentaires avant de perdre en finale contre Bolton. Cependant, en championnat, ils ne gagnent qu'un seul de leurs 14 derniers matchs et terminent à la 9e place. En Coupe des clubs champions, le Milan les élimine en demi-finale. Cette équipe mettra 10 ans à se remettre de ce drame et à revenir sur le toit de l'Europe, grâce notamment à l'un de ses survivants, Bobby Charlton. Mais on y reviendra. La saison 1960-1961 marque un changement au niveau du tirage au sort. Laissant désormais place au hasard total, on se retrouve au 2e tour avec un énorme choc. Barcelone, double champion d'Espagne en titre, affronte le quintuple tenant du titre et son plus grand rival, le Real Madrid. Malgré les récentes performances du Barça à l'échelle nationale, c'est bien le Real qui attise la sympathie du grand public de par ses récentes performances européennes. Le match se joue à Madrid, et dans son stade, le Real c'est 15 victoires pour 15 matchs joués en C1 depuis 1955, pour un total de 66 buts marqués et 8 encaissés. De quoi faire flipper les Barcelonais. Puskás, Di Stéfano et Rento sont toujours présents, et le Real mène 2-0 au bout de 30 minutes. Le Barça réalise l'exploit de revenir au score grâce à 2 buts de Luis Suarez, considéré comme le 2e meilleur joueur espagnol du XXe siècle derrière Di Stéfano. Barcelone devient donc la première équipe à repartir de Bernabéu sans perdre. Le match retour se joue cette fois à Barcelone devant 120 000 spectateurs. Le Barça l'emporte 2-1 et crée la sensation en éliminant le club qui roule sur tout le monde depuis 5 ans. L'Europe est sous le choc, le Barça a réussi à prendre sa revanche, eux qui avaient été éliminés l'année passée en demi-finale par les Madrilènes. Bon, c'est bien beau de taper le Grand Real, mais il faut confirmer derrière ce que le club catalan réussit en éliminant respectivement un club tchèque en quart de finale, puis Hambourg en demi, grâce à une victoire 1-0 lors du match d'appui. Face à eux, en finale, on retrouve le surprenant club portugais du Benfica, qui vient littéralement d'exploser tous les adversaires qui ont croisé son chemin durant cette compétition. L'équipe est sublimée par leurs 2 José, Aguas et Augusto, auteurs respectivement de 11 et 6 buts. Les Portugais gagnent ce match 3-2 et succèdent au Real Madrid. Le Barça, perdant cette finale ainsi que le championnat d'Espagne au profit des Madrilènes, ne pourra même pas retenter sa chance la saison prochaine en Coupe d'Europe.
remata el primer toque colocando el balón desde el palo a la red. Inmediatamente los portugueses estalla al final del partido que otorga la sucesión del Real Madrid al Benfica Lisboeta en la posesión del trofeo continental. L'année suivante, le Benfica compte bien défendre son titre et possède désormais dans ses rangs un joyau nommé Eusébio. Âgé de seulement 19 ans, le joueur né au Mozambique débarque au Portugal en décembre 1960 après avoir été repéré par le Benfica Lisbonne. Selon la légende, il arrive avec une fausse identité pour éviter d'être enlevé par les hommes du Sporting, le club rival de Benfica, qui souhaitait également enrôler le jeune prodige. Benfica aurait caché Eusébio dans une maison du sud du Portugal, le temps de clôturer le transfert. Pour sa première saison, il cartonne et mène son équipe jusqu'en finale face au Real Madrid. De retour en finale, le club madrilène compte bien récupérer son trône. Après notamment un triplé de Puskás, le score est de 3-3 à la 65e minute de jeu. La suite, c'est un gamin de 20 ans qui décide de prendre le jeu à son compte. Une légende est en train de naître. E cai de forma aparatosa, derrubado por Pacini, se lhe atravessou no caminho. O árbitro assinala grande penalidade. Os jogadores do Real não querem acreditar e reclamam o fundo de Léo Horta, que corre para a bola, atira, gol! Gol do Benfica! Bola para um lado, guarda-redes para o outro. Toca para Zébio, remata, esteiro, gol! Gol! Les Portugais gagnent 5-3 et conservent leur titre. Au coup de sifflet final, Eusébio court vers son idole, Di Stefano, afin de lui réclamer son maillot. Quelques minutes plus tard, il est porté en triomphe par les spectateurs, mais il est concentré sur toute autre chose. J'avais mis le maillot de Di Stefano dans mon short et je craignais que quelqu'un ne me l'arrache, déclara-t-il. À partir de 1962, on entre dans une nouvelle ère, celle de la domination du football italien, et plus particulièrement de la ville de Milan, qui va régner pendant 3 ans sur l'Europe. Les clubs milanais vont pratiquer un système de jeu souvent décrié, mais qui fut si efficace, le catenaccio. Parlons un peu de son origine. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un Italien, mais bien Karl Rappan, entraîneur suisse, qui est considéré comme le précurseur du catenaccio dans les années 30. Alors qu'à cette époque on ne jurait que par l'attaque, il souhaitait solidifier la base défensive de son équipe qu'il jugeait trop faible pour rivaliser à armes égales avec ses adversaires. Pour perfectionner son système, il crée un nouveau poste sur le terrain, celui de libéro. Le libéro se place derrière la ligne défensive de l'équipe afin d'assurer une sécurité supplémentaire et avoir une meilleure vision du jeu. Il est considéré comme le patron de la défense. À cette époque, cette organisation plus défensive est appelée le verrou suisse. Elle devient très populaire et est perfectionnée par certains clubs italiens à partir des années d'après-guerre. C'est là que naît le catenaccio, qui signifie la chaîne en italien. Dans ce système, la possession du ballon, on s'en fout. Il faut au contraire exécuter les actions rapidement à la récupération du ballon. Pas de chichi, pas de 50 touches de balle, non, on doit jouer simple et vite. La base du catenaccio réside sur le marquage défensif très strict et une solidarité collective qui se doit d'être exemplaire. Nereo Rocco, entraîneur italien, fait partie de ceux qui popularisent ce système en parvenant à réaliser de très bonnes saisons avec des équipes qualifiées pourtant d'outsiders. Il arrive au Milan AC en 1961 et impose son catenaccio alors que l'équipe tourne bien et fait partie des fortes têtes du championnat italien. Son Milan parvient à remporter la Coupe des clubs champions en 1963 en remportant la finale 2-1 face au tenant du titre, Benfica, malgré un nouveau but d'Eusébio. Rivera, futur ballon d'or en 69, est la star de l'équipe. On trouve également Cesare Maldini, père de Paolo, au sein de la défense milanaise. Les 2 années suivantes, c'est son voisin, l'Inter, qui remporte le trophée. Cette équipe est emmenée par son entraîneur charismatique, Helenio Herrera, réputé pour imposer une éthique de travail très stricte à ses joueurs. Beaucoup pensent aujourd'hui que c'est lui qui a inventé le catenaccio, mais il s'est simplement contenté de perfectionner ce système en encourageant notamment ses arrières latéraux à être offensifs après la récupération du ballon. En effet, même si sa priorité restait tout de même la solidité défensive, Herrera voulait que ses latéraux apportent le surnombre pour se projeter rapidement vers l'avant. Et c'est ainsi que l'arrière gauche, Facchetti, sera le premier défenseur de l'histoire à marquer de nombreux buts. Finissant 2e au classement du Ballon d'Or en 1965, il est même considéré comme l'un des meilleurs arrière-gauche de l'histoire.
Au milieu de terrain, l'Inter possède deux monstres chargés d'organiser le jeu, en la personne de l'Italien Mazzola et l'ex-barcelonais Luis Suarez. Lors de la finale 1964, les Nerazzurri battent le Real Madrid 3-1. Cette victoire marque un tournant dans le football européen, avec la victoire des Italiens au jeu basé sur la défense, face à l'équipe qui symbolise depuis des années le jeu ultra-offensif. En 1965, en demi-finale, ils retrouvent Liverpool, qui vient de se qualifier miraculeusement grâce à un pile ou face favorable face à Cologne. Les deux équipes n'étaient pas parvenues à se départager après la prolongation du match d'appui, et on rappelle qu'il n'y a pas de tir au but à l'époque. Lors de la demi-finale aller, Liverpool s'impose 3-1 et part donc grandissime favori pour la qualification, ce qui leur permettrait de devenir le premier club anglais à atteindre la finale. Les Italiens réalisent cependant l'exploit au match retour, en battant les Reds 3-0 grâce à ce but plein de malice, ou de petite fouine, appelez ça comme vous voulez, qui rendra fou de rage les joueurs de Liverpool. En finale, c'est Benfica qui se casse les dents sur la défense interiste, en ne parvenant pas à marquer. 1-0 pour le club milanais, qui malgré sa deuxième victoire consécutive, reste peu apprécié du grand public qui n'adhère pas à son style de jeu. Pas mal de choses à dire concernant l'édition 1965-1966. Commençons par parler du premier tour, avec le Real qui, malgré une défaite 2-1 au match aller, réussit à se défaire du Feyenoord Rotterdam en l'emportant 5-0 à Bernabéu. Mais ce que l'on retient reste cette bagarre lors du match aller provoquée par cette faute du Madrilène Niera sur un joueur néerlandais qui pète complètement un plomb. Pepe aurait approuvé cette réaction à coup sûr. Âgé de 38 ans, Puskás plante 5 buts sur les 2 matchs et ce seront ses derniers en Coupe d'Europe. Son bilan avec le Real dans cette compétition, 37 buts en 41 matchs. Plutôt propre. Mais la belle histoire de cette année, c'est bien le retour en Coupe d'Europe de Manchester United, près de 10 ans après le drame de Munich. Le coach Matt Busby, qui a survécu au clash, est parvenu à reconstruire cette équipe en s'appuyant notamment sur 3 joueurs incroyables, Bobby Charlton, Denis Law et le Nord-Irlandais George Best. Les Mancuniens, tout juste champions d'Angleterre, affrontent Benfica en quart de finale. Les Portugais viennent de battre un record lors du premier tour en exterminant le club luxembourgeois de Dudelange 18-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Mais Benfica ne peut rien faire. Manchester gagne le match aller 3-2 à Old Trafford, mais également le retour à Lisbonne 5-1, grâce à une performance XXL de George Best, qui se révèle aux yeux de l'Europe. En demi, c'est le Partizan Belgrade qui affronte les Anglais. Le football yougoslave est en pleine expansion et développe de nombreux talents. L'équipe nationale est d'ailleurs allée en finale de l'Euro 1960, avant de gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques la même année. 2-0 pour le Partizan à l'aller, 1-0 pour United au retour, et c'est donc les Yougoslaves qui iront affronter en finale le Grand Real, qui s'apprête à jouer sa 8e finale en 11 participations. Impressionnant. Di Stefano, transféré 2 ans auparavant à l'Espagnol Barcelone, et Puskás ne sont pas là. Rento est le seul rescapé de l'équipe qui avait remporté la Coupe d'Europe face à Francfort en 1960. À la 55e minute, c'est Belgrade qui ouvre le score, mais le Real parvient à renverser le match en marquant 2 buts en 6 minutes pour remporter son 6e trophée. La finale de l'année suivante est inédite et très attendue. L'Inter, fort de son catenaccio, s'est qualifié en marquant seulement 10 buts en 8 matchs, ce qui est très peu pour l'époque. Face à eux, les Écossais du Celtic Glasgow vont tenter de créer la surprise, eux qui proposent un jeu flamboyant et très offensif. L'opposition de style est excitante, et rarement le soutien des fans de football aura autant penché en faveur d'une équipe en Coupe d'Europe. Tout le monde veut voir l'Inter tomber. C'est un peu comme le petit poussé face au gros en Coupe de France qu'on aime tous au coup d'envoi alors qu'on les a jamais vus jouer. La magie du foot. 12 000 Écossais ont fait le déplacement à Lisbonne pour supporter leurs joueurs. Beaucoup imaginent alors le pire scénario possible, qui serait de voir un but précoce de l'Inter, car si ça arrive, les Italiens mettraient le bus et ça deviendrait très compliqué de marquer pour le Celtic. C'est exactement ce qui se passe, puisque Mazzola ouvre la marque dès la 7e minute sur pénalty. Derrière, les Écossais ne calculent pas et se jettent à l'attaque.
On assiste à une grosse attaque défense des familles et les occasions fusent. Cependant, le portier Interis reste solide et ne craque pas. On joue la 62e quand Gemmels libère enfin les fans écossais. Then fullback Tommy Gemmell shot from 25 yards out. And how their supporters thank their stars they'd come to Lisbon. 1-1. Le plus dur est fait. Les joueurs du Celtic continuent de mettre la pression, mais Sarti sauve les siens à plusieurs reprises. Il faudra attendre la 85e minute pour voir la défense de l'Inter craquer pour la deuxième fois sur cette frappe de l'attaquant Chalmers. Le Celtic Glasgow tient bon et devient le premier club britannique titré en C1. Les stats du match sont hallucinantes, accrochez-vous bien. 42 tirs à 3 en faveur du Celtic et 10 corners à 0. C'est ce qui s'appelle une victoire méritée. Pour l'Inter, c'est un coup de massue. 3 jours après cette défaite, ils s'inclineront également à Mantoue lors de la dernière journée du championnat d'Italie, alors qu'ils étaient premiers avant la rencontre. Le titre file à la Juve et l'Inter attendra 1971 pour participer de nouveau à la Coupe des clubs champions. Une semaine bien pourrie, quoi. La saison suivante, une nouvelle règle entre en vigueur. Les buts à l'extérieur compteront désormais double, comme aujourd'hui, mais seulement lors du premier tour. S'il y a tout de même égalité, il y aura prolongation et non un match d'appui, ce qui permettra d'alléger le calendrier. La finale de cette édition oppose Benfica à Manchester United. La couleur commence à apparaître pour quelques matchs à cette époque, et la finale devait être diffusée en couleur. Cependant, des problèmes de caméra ont conduit les réalisateurs à la diffuser en noir et blanc. Les Anglais viennent d'éliminer le Real en demi, tandis que les Portugais ont remporté leurs 2 matchs contre la Juventus. Mais cette finale, c'est surtout l'opposition entre 2 joueurs au sommet de leur art, Eusebio et George Best. Ils réalisent tous les deux une grande saison et tout le monde est impatient de les voir se retrouver à ce stade de la compétition. C'est la 5e finale en 8 ans pour Benfica, qui compte bien retrouver les joies de la victoire après avoir perdu en 1963 et 1965. On est en début de match quand Eusebio reçoit le ballon. Wow, quelle frappe! Et regardez ce tacle du numéro 6, Nobby Stiles, qui essaye de découper Eusebio. Il a eu chaud. Pas grand chose à se mettre sous la dent en première mi-temps, hormis cette occasion mancunienne que Sandler vendange magnifiquement. On passe directement à la 53e minute. Sur ce centre magnifique, Bobby Charlton coupe la trajectoire et marque de son crâne dégarni pour donner l'avantage aux Anglais devant un Wembley en fusion. Dans la foulée, George Best croit faire le break, mais l'arbitre de touche le signale hors jeu. Manchester pousse, regardez encore ce numéro du génie nord-irlandais. À la 79e minute, les Portugais reviennent au score grâce à cette frappe croisée de Graça. Le match est relancé. On est désormais en fin de match. Charlton perd ce ballon et derrière, ça va vite. Très vite. Eusebio bute sur le portier mancunien et on aura le droit à une prolongation. Au bout de seulement 2 minutes, Best décide de marquer cette finale de son empreinte. « 2-1 pour Manchester, grâce au but magnifique de son numéro 7. Derrière, les Anglais marqueront 2 nouveaux buts pour finalement remporter cette finale 4-1 et devenir le premier club anglais à remporter la compétition. Quel soulagement et quelle belle histoire pour cette équipe qui revient de tellement loin. George Best, surnommé le 5e Beatles, remportera le Ballon d'Or à la fin de l'année devant son coéquipier Bobby Charlton. C'est le premier footballeur à développer un statut de véritable pop star grâce à sa gueule d'ange et sa personnalité atypique.
À la fin de ce match face à Benfica, un fan rentrera même sur le terrain avec un couteau afin de couper une mèche de cheveux de son idole, qui réussira quand même à lui échapper. En 2004, Pelé déclara que Georges Best était le meilleur joueur qu'il ait vu jouer. Rien que ça. Il est également le roi de la punchline, et pour le plaisir, je vous propose de faire un petit break pour se pencher sur quelques-unes de ses citations les plus mythiques, tout en regardant quelques-uns de ses buts, qui apportent dans le même temps, enfin, de la couleur à ce documentaire. J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport. Le reste, je l'ai gaspillé. Si j'avais eu le choix entre marquer un but en pleine lucarne et me taper Miss Monde, j'aurais eu du mal à me décider. Par chance, les deux me sont arrivés. En 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool. Ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. Un peu d'histoire pour ce début de saison 1968-1969. En août 68, les troupes du Pacte de Varsovie, qui est une ancienne alliance regroupant les pays d'Europe de l'Est et l'URSS, envahissent la Tchécoslovaquie afin de mettre un terme au printemps de Prague. En pleine guerre froide, cela provoque un énorme impact sur le sport et cette Coupe d'Europe n'est pas épargnée. En effet, en signe de protestation, plusieurs clubs d'Europe de l'Ouest refusent d'affronter des clubs d'Europe de l'Est. Face à ça, l'UEFA décide d'effectuer un second tirage au sort pour faire en sorte que les clubs des deux blocs ne s'affrontent pas. Mais cette fois, c'est la majorité des clubs d'Europe de l'Est qui s'opposent à cette décision et décident de boycotter toutes les Coupes d'Europe. Bon, c'est un beau bordel, mais la compétition a bien lieu et une nouvelle règle très importante voit le jour. On peut enfin effectuer des remplacements pendant un match. 2 en l'occurrence. Et oui, avant quand un joueur était blessé, il devait souvent prendre sur lui et terminer le match en souffrant. En quart de finale, on assiste à une confrontation exceptionnelle entre l'Ajax d'un certain Johan Cruyff et Benfica. Lors du match aller, les Portugais s'imposent 3-1 à Amsterdam, et le match retour va nous réserver un énorme spectacle. Contre toute attente, l'Ajax mène 3-0 à Lisbonne, au bout de 30 minutes de jeu, en pratiquant un football offensif et spectaculaire. Les spectateurs sont stupéfaits. Comment une équipe avec une telle expérience peut-elle imploser comme ça face à une équipe inexpérimentée au plus haut niveau ? Les Portugais limiteront la casse en marquant un but en seconde mi-temps, et on aura donc le droit à un match d'appui qui se déroulera sur terrain neutre. L'UEFA décide que c'est Paris qui accueillera ce match, au Stade des Colombes plus précisément. Des dizaines de milliers de fans hollandais se sont déplacés pour soutenir leur équipe. Beaucoup d'entreprises aux Pays-Bas ont autorisé leurs employés à quitter le travail plus tôt afin d'assister à cette rencontre. Les écoles ont même fermé plus tôt. Vous l'aurez compris, ce match est capital pour le peuple hollandais. Cependant, le terrain est dans un mauvais état, ce qui empêche les deux équipes de développer du beau football. Au bout de 90 minutes, le score est de 0-0. Mais le match va totalement s'emballer en prolongation. Dit doelpunt van Cruyff zet het Stade de Colombes op zijn kop. 0 voor Ajax. De aanhang kreeg maar die tijd. De spelers zelf na afloop en de Franse hoofdstad later hebben het wel geweten dat Ajax de halve finale van de Europa 3-0. Incroyable. Toute l'Europe découvre cette équipe qui n'a pas fini de faire parler d'elle. En demi, l'Ajax écarte les Tchécoslovaques du Sparta Trnava et se retrouve en finale face au Milan AC, qui viennent eux d'écarter les deux derniers vainqueurs de la compétition, le Celtic Glasgow et Manchester United, lors des 2 tours précédents. Les Italiens partent grandissimes favoris, grâce à leur expérience et leur organisation défensive très solide. Tout le monde s'accorde à dire que les défenseurs milanais peuvent faire vivre une soirée cauchemardesque à Johan Cruyff. Les Rossoneri assument leur statut et s'imposent 4-1, grâce notamment à un triplé de leur buteur Prati. L'Europe ne le sait pas encore, mais cette finale marquera le début d'une nouvelle ère, avec la montée en puissance du football néerlandais, qui malgré sa lourde défaite, s'apprête à révolutionner le monde du football. Lors de l'édition 1969-1970, la règle du but à l'extérieur est désormais étendue jusqu'au 8e de finale,
puis c'est l'année suivante qu'elle s'appliquera à tous les tours de la compétition. Cela ne changera plus jusqu'à aujourd'hui. On dit donc adieu définitivement au match d'appui sur terrain neutre, et ce changement aura son importance dès les huitièmes de finale de cette édition, lors de l'affrontement entre Benfica et le Celtic. C'est un gros choc entre deux équipes qui ont chacune marqué cette dernière décennie. Au match aller, le Celtic expédie les Portugais 3-0, grâce notamment à ses deux magnifiques buts. Au passage, je m'excuse pour la qualité, j'ai pas trouvé de plus belles images. Au match retour, Benfica parvient à refaire son retard, grâce à ce but marqué en toute fin de match, et fait subir aux Écossais la même chose qu'ils avaient eux-mêmes subi l'année précédente face à l'Ajax. Cette fois donc, pas de match d'appui, mais une prolongation, durant laquelle il n'y aura pas de but, et c'est le classique pile ou face qui qualifiera le Celtic Glasgow. Malgré avoir gagné le toss, les Écossais critiquent ce système. Le président de la fédération écossaise propose ainsi à l'UEFA de prendre en compte le nombre de corners obtenus par équipe durant la prolongation afin de désigner le vainqueur, comme cela se faisait auparavant lors d'une coupe écossaise regroupant des clubs de Glasgow. L'UEFA rejettera cette requête et instaurera la règle des tirs au but dès la saison suivante. Imaginez juste un plongeon digne d'un Michael Phelps des grands soirs d'un défenseur pour éviter un corner en prolongation. Cela semble aujourd'hui totalement absurde. La finale se joue à San Siro entre le Celtic Glasgow et les Hollandais du Feyenoord Rotterdam. Malgré sa participation à la dernière finale, l'Ajax n'a pas réussi à gagner le championnat, et c'est donc le Feyenoord qui a participé à cette édition 1969-1970. Après 90 minutes de jeu, le score est de 1-1, et c'est la prolongation qui devra départager les deux équipes. Personne ne parvient à marquer, et on se dirige pour la première fois dans l'histoire des finales à un match nul à l'issue de la prolongation. Si cela se produit, le match devrait se rejouer dans le même stade 2 jours plus tard. Heureusement, pas de pile ou face pour la finale. Mais ce match n'aura jamais lieu, car à 2 minutes de la fin, Kimball délivre les fans hollandais sur ce lob alors que les défenseurs avaient tout tenté pour l'empêcher d'aller au but, en essayant de dévier le ballon avec sa main. Les joueurs du Feyenoord rentrent aux Pays-Bas avec le trophée et célèbrent cette victoire devant 200 000 fans à Rotterdam. Les images sont impressionnantes.